Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Barcelona, qui est le nouveau Twitter potentiel lancé par Meta, en tout cas un concurrent. On voit ça juste après. Allez, on est parti, donc du coup je vous partage mon écran. Aujourd'hui on va donc parler de Barcelona, qui serait donc le nouveau réseau social qui risque d'être lancé par Meta en concurrence à Twitter. Donc Meta, je vous rappelle, c'est évidemment le groupe qui détient Facebook, Instagram, WhatsApp, enfin voilà, un gros du secteur évidemment. Donc on en parlera, on fera un petit focus sur une spécificité, la notion d'appli décentralisée. Je suis retombé sur un article de letiel.coop qui n'est pas tout récent, mais qui explique justement toutes ces notions un peu. Donc le fait divers, l'activity pub, voilà, qui sont des choses un peu nouvelles, on va dire. Et très très liées surtout à ces nouveaux réseaux sociaux qui se lancent de façon décentralisée. Donc on fera un petit focus là-dessus pour voilà, essayer de comprendre un peu toutes ces notions. Ensuite, on enchaînera avec un article de l'usine digitale. Donc, le premier article était de Numérama, évidemment, sur Barcelona. On enchaînera sur un article de l'usine digitale qui nous parle de l'arrêt du cuivre. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des programmes d'arrêt du cuivre qui va forcer en fait tout le monde à passer en fibre. Et donc un phénomène, les entreprises qui n'anticiperaient pas encore assez la fin de la DSL. Donc ça, on en discutera. On parlera également du départ d'un pionnier du deep learning de chez Google, donc Geoffrey Hinton, du coup, qui a purement et simplement quitté le groupe. Et il a fait ça un petit peu en écho, on va dire, à tout ce qui se passe autour de l'IA actuellement. Donc il a exprimé un petit peu ses craintes et surtout, voilà, le fait de son départ lui permet de parler un petit peu plus librement. On parlera également d'Instagram avec le créateur marketplace d'Instagram qui a évolué. Donc on regardera ça ensemble. Une nouveauté aussi côté Teams, Microsoft Teams, donc un article de l'usine digitale qui nous parle de la partie paiement, donc une nouvelle fonctionnalité de paiement qui apparaîtrait du coup côté Microsoft Teams, on y reviendra. Après, donc ça c'est un petit thread, je vous en parlerai plus tard en quoi est-ce qu'il est intéressant. On testera aussi un nouvel outil, Mural.co, que j'ai quasi pas testé. J'ai créé un compte et j'ai vite fait pianoter, mais on regardera ça en fin de stream, pardon. Qui serait donc un outil un peu, alors, entre gestion de projet, agilité, etc., etc. Je vous montrerai ça. On regardera ça ensemble et on testera également les JGPT. Donc, ça m'a assez bluffé en fait. J'avoue que j'essaye de vous préserver au plus de tout ce qui est IA, mais vous savez bien qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Et celui-ci m'a assez bluffé. En fait, c'est un bot qui est vraiment dédié sur la partie droit et juridique. Et je l'ai testé hier, donc vous posez un cas en fait et il vous dit selon tel et tel article, vous pouvez faire ça, 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 ça. C'est un peu une espèce d'assistant juridique virtuel et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà pour le programme. Alors, coucou Salomé, comment ça va? Bonjour, je suis infiniment désolé, je ne peux point rester. Grosse journée avant l'émission en public de demain. Ayam en sueur, mais le soutien est présent. Eh bien écoute, on te souhaite bon courage. Et alors c'est quand la date d'anniversaire exactement de Heliocast? Est-ce que c'est jour pour jour demain ou est-ce que c'est c'est déjà passé? En tout cas, bon courage à toi. J'espère que ça se passera bien. J'essaierai d'être présent en tout cas pour t'apporter tout mon soutien comme d'habitude, tu le sais. Et puis voilà, officiellement c'est le 5 mai mais on le fête le 4. D'accord. Écoute, bon courage et merci beaucoup d'être passé. Bonne journée, plein de bisous. Alors les amis, avant d'attaquer ça, petite annonce du coup, event, puisque voilà, on parle beaucoup de web évidemment sur cette chaîne. On va vous parler aussi des événements qui vont avoir lieu. Hello Nico, coucou à toi, comment ça va? Très content de te voir mon pote. Alors ce matin, j'ai fait un petit peu l'intro, hein, vu que... Alors c'est pas une grosse annonce, hein, c'est pas une annonce du... Enfin, c'est pas... J'ai peut-être un peu trop teasé, je me suis emballé. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'essaye aussi de temps en temps de brosser un peu, de regarder les événements physiques sur lesquels vous pourriez aller et qui pourraient vous intéresser. Et là, il y a un événement pour le coup qui est plutôt intéressant, sur lequel potentiellement je serai physiquement, mais c'est pas encore confirmé. En tout cas, c'est sûr que l'équipe Pigby m'ira. Ça s'appelle les Web Today.
Hello Corentin, comment ça va? Coucou à toi. Donc les Web Today qui est un festival, voilà, ils appellent ça Festival de l'innovation sacrée meilleure ambiance de France. En gros, il s'agit donc d'un festival autour du web, donc des thématiques du web, qui est plutôt bien. Benoît chez nous et Margot ont déjà testé, ils y ont été l'année dernière, ils en avaient été ravis. Donc c'est vraiment beaucoup de conférences en fait autour sur les thématiques du web, donc tout ce qui nous intéresse. Avec un programme plutôt cool, on peut aller voir un peu les speakers, il y en a quelques-uns que vous connaissez peut-être. Il y a eu Hugo Décrypte apparemment sur les précédentes éditions, mais après c'est très orienté web. Donc voilà, je vous passe rapidement si jamais il y en a qui vous parlent. J'ai vu qu'il y avait notamment Shubham qui serait présent, donc Shubham Sharma qu'on avait accueilli. Il y a également Alexis Kovalenko qui est aussi présent. C'est que j'ai vu aussi. J'ai vu des têtes que je connaissais. Daniel Roche aussi, je sais pas si vous connaissez, donc SEO Mix, très belle ref également. Il a une agence en fait qui est plutôt spécialisée WordPress, mais qui fait du très bon contenu sur la partie SEO. Donc voilà, aussi ça fait partie un peu des gens connus du milieu. Donc c'est hyper cool. Voilà, Alexis que vous connaissez peut-être, Shubham aussi, donc on avait accueilli sur des éditions précédentes, enfin sur des interviews. Et au niveau programme, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est sur 3 jours. Je vous dis un peu de façon éparse ce qu'il y a. L'économie de la création, métier, vision, opportunité. Il y a design, décision publique. Il y a générative. Onboarding. Ne passez pas 5 ans à recruter un mouton à 5 pattes. Il y a propriété intellectuelle. Bon, il y a beaucoup d'IA cette année, évidemment. Atelier EcoCard. Ok. Est-ce qu'on a des trucs un peu plus tech ou pas? Je regarde en même temps que vous. Faut-il légiférer le scrolling? La tech au service de la santé mentale. Qu'est-ce qu'on a encore? Après le design conversationnel parlé au design vocal, design ops, mon pire talk technique, DevOps. Bon ouais, vous voyez, c'est quand même plein de trucs autour. Voilà. Comment hacker une application no code. Bon, après c'est des titres souvent, vous savez, un peu rigolos, histoire de comment dire, de donner un petit peu envie, mais derrière, il faut voir la vraie thématique qui est abordée. Qu'est-ce qu'on a encore? En fait, il y a beaucoup de conférences. C'est sur 3 jours, donc on a du LinkedIn. Practical Clean Architecture. Développer une application web décentralisée sans blockchain. Ok. Et le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Les daltoniens, les oubliés de l'UX. Ok. Ouais, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore annoncé. Il y a des à venir un peu partout. Enfin voilà. En tout cas, sachez que de ce qu'on nous en a dit, puisque du coup, on a 2 personnes chez nous qui ont testé. C'est vraiment un super truc. Le lieu est très cool. Ça se passe à Nantes. Petit détail, j'ai oublié de dire. Merci beaucoup, Frag0. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. C'est Jacques qui m'a donné ton twist. Ah. Je pense savoir qui c'est derrière, mais j'ai comme un doute, mais je pense savoir qui c'est derrière. Alors, donc voilà, sachez que cet événement, donc au niveau des dates, ça a lieu du 31 mai au 2 juin. N'hésitez pas du coup, si jamais ça vous intéresse. Je crois que la billetterie est encore ouverte. Et voilà, ça va être un événement plutôt sympathique. Ok, on commence du coup, après cette annonce, à entrer dans le vif du sujet. On commence du coup avec ce premier article. Il s'agit d'un article de Numérama, Barcelona, tout savoir sur le Twitter de Meta. Alors, pour le contexte, on savait déjà plus ou moins que Meta, donc le groupe qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., avait pour projet de créer un réseau social un peu alternatif à Twitter, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement Twitter est un peu dans le mal avec tout ce qui s'est passé côté comment ça s'appelle, Elon Musk. Enfin voilà, depuis le rachat, on va dire, il y a pas mal de choses qui ont bougé, pas mal d'annonceurs aussi qui se sont barrés un peu du réseau social, et c'était un peu le moment, on va dire, de tenter quelque chose.
Et du coup, Meta arrive avec ce projet dans les cartons qui s'appelle Barcelona. Jusqu'à présent, on n'avait pas de nom, on avait une espèce de nom de code, je crois, P92, mais on n'en savait pas plus. Donc je commence à lire l'article rapidement et puis on en discute. N'hésitez pas évidemment à poster dans le chat si jamais vous avez des questions. Alors, article de Numérama qui dit ceci: depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social s'est transformé dans le mauvais sens du terme, que ce soit au niveau de la désinformation, de l'abonnement à Twitter Blue, ou de nouveautés complètement absurdes. Rien ne va sur le réseau de l'oiseau bleu. Tout cela cause le mécontentement de ses utilisateurs qui se comptent encore par centaines de millions, mais beaucoup ont déjà quitté Twitter pour migrer vers d'autres applications similaires comme Mastodon ou Hive. Alors justement, on fera un petit focus là-dessus, notamment sur Mastodon et le côté décentralisé, parce qu'ils en parlent un petit peu plus loin, et je vous partagerai aussi mon écran, parce que je ne connaissais pas le réseau social Hive. Donc si vous voulez, on ira voir ça ensemble sur mon téléphone. J'ai créé un compte hier soir pour tester un petit peu tout ça. Hello Xavier, comment ça va? C'est terminé No Code France. J'ai vu qu'il y avait un petit stream, je suis passé vite fait en coup d'éclair. Donc on est en train de parler du coup du nouveau réseau social de Meta qui sera un concurrent du coup à Twitter et qui s'appelle Barcelona. Donc je continue. Cette tendance pourrait continuer si un nouvel acteur arrive sur le secteur prochainement. Donc la tendance de Twitter à avoir une perte de vitesse, on va dire. Donc depuis plusieurs semaines, Meta, qui rassemble déjà Facebook, Instagram et WhatsApp, se questionne sur la création d'un Twitter décentralisé. Donc cette notion de décentralisé est hyper importante, on y reviendra. Le 10 mars 2023, TechCrunch avait obtenu un communiqué du groupe dans lequel il était affirmé que la possibilité d'un réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles. Donc voilà, c'était une possibilité quoi qu'ils annonçaient. À ce moment-là, le nom de code de ce projet était P92, on en avait d'ailleurs parlé sur d'autres matinales. Mais c'était encore très très flou et là ça commence un petit peu, on commence à avoir quelques précisions supplémentaires on va dire. Mais selon les dernières informations partagées le 25 avril 2023 par Matt Navarra, un spécialiste des réseaux sociaux, le projet de Meta a un nouveau nom, il s'appelle donc Barcelona et commence à prendre forme. Alors, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Donc, on a quelques écrans, quelques partages, mais qui, je pense, sont plus de l'ordre du teasing que véritablement des écrans. Donc, comme Twitter, Barcelona serait logiquement un réseau social majoritairement textuel. Ce serait aussi une application séparée des autres applications de Meta, donc quelque chose vraiment qui n'est pas forcément greffé à Facebook ou autre, comme pouvait l'être Messenger fut un temps, et même actuellement, puisque je crois de mémoire que Messenger refusionne avec Facebook, on en avait parlé. Donc ça serait quelque chose de vraiment à part, un réseau social majoritairement textuel, donc vraiment à l'image de Twitter. Et à l'image de Messenger qui nécessite la création d'un compte Facebook pour être utilisé, Barcelona aurait toutefois besoin des informations d'authentification d'Instagram pour se connecter. Donc il faudrait un compte Instagram visiblement pour pouvoir se connecter à ce réseau. C'est un peu étonnant comme démarche, mais ok, pourquoi pas. Comme le montre cette image ci-contre, Barcelona est présenté comme Instagram for your thoughts, donc un Instagram pour vos pensées en quelque sorte. Du moins dans cette version qui n'est encore qu'un prototype. Pour le moment, le concept réel autour de cette application est encore flou, même s'il se rapproche de celui d'un flux de messages textuels dans un format plus étendu et plus accessible. Tu n'as pas Instagram, Xavier, c'est bien dommage. Tu ne vas peut-être pas pouvoir tester Barcelona du coup. Écoute, après, je pense que les contours de tout ça sont encore un petit peu flous. On en sait de plus en plus, donc à chaque fois moi que je sais de nouveautés, je vous les partage évidemment. Mais peut-être que ça va aussi évoluer, à voir. Donc en tout cas, quelque chose de plutôt textuel dans tous les cas. Flux de messages textuels. Et donc je crois qu'un peu plus loin, il nous parle aussi qu'il y aurait potentiellement du thread. Voilà, c'est dans le paragraphe suivant. Blast qui met pas le meilleur nom selon moi, trop de références à quelque chose de... Ben, c'est ce que je me suis dit aussi, tu vois. Quand j'ai fait le titre de ce stream au début, je me suis posé la question justement en me disant mais est-ce que ça va pas poser problème finalement avec Barcelona, la ville, avec le club de foot, etc., etc. Il y a des fois en termes de référencement, c'est pas toujours très clair les choix qui sont employés. J'ai un autre exemple récent, c'est Make par exemple, qui est un outil d'automatisation, un outil no-code.
qui s'appelait avant Integromat. Ils ont changé, il s'appelle Make, mais alors quand tu fais des recherches, que tu tapes Make espace et ma recherche, comme Make c'est un mot qui est très très démocratisé dans la langue anglaise, c'est compliqué au niveau référencement, mais bon, voilà. En tout cas, c'est leur choix. Pour se démarquer de Twitter, du coup, qui, malgré les polémiques, reste encore majoritairement utilisé, Meta reprend les fonctionnalités phares de l'oiseau bleu qui ont fait le succès de Twitter en y apportant sa vision. Donc voilà, on reprend Twitter, on réinvente pas la roue, mais par contre, on apporte un petit je ne sais quoi, comme on dit, c'est-à-dire une espèce d'ingrédient sauce Meta pour pouvoir s'approprier un peu le concept et faire en sorte de ne pas être Twitter-like, enfin vraiment d'être purement une copie pâle du projet. Ainsi, Barcelona proposerait d'écrire des posts d'une taille de 500 caractères contre 280 sur Twitter, et plus récemment on a vu donc 10 000 pour les gens qui sont sur Twitter Blue, au moment où ces lignes sont écrites. Donc 500 caractères, c'est ce qui serait imposé. Team Inframe, salut à toi, comment ça va mon pote? Très content de t'accueillir ce matin. On est en train du coup de parler d'un article de Numérama qui nous parle de Barcelona. Je sais pas si tu étais là ou pas à cette époque-là, on avait parlé donc du projet P92 qui serait une alternative, on va dire, à Twitter, proposé par Meta, donc un genre de nouveau réseau social qui essaye un peu de, disons, de mettre la tête complètement sous l'eau de Twitter, qui déjà en ce moment est un peu dans le mal à cause des diverses phrases qu'on va dire de l'ami Elon Musk. Alors Barcelona permettrait également de faire des threads qui pourront cumuler 100 posts maximum. Donc voilà, 500 caractères par post, des threads avec 100 posts maximum. Voilà, c'est un peu la ligne et ce qui est défini. C'est une différence notable par rapport à Twitter qui n'impose pas de limite pour la longueur de ses threads. A noter que ces informations peuvent évoluer puisque Meta pourrait retravailler son application avant sa sortie officielle dont on ne connaît pas encore la date. Timmy qui met ça va super, j'ai envoyé ma candidature à Léo, on verra bien. Ah, très content. Oui, j'ai vu que tu avais tweeté. Écoute, j'espère. Franchement, je ne connaissais pas ce studio, mais je me suis direct abonné parce que j'ai trouvé ça très très cool ce qu'ils font. Ça m'a donné vraiment envie. Et donc, franchement, tiens-moi au courant hein, si jamais ça fonctionne pour toi, j'en serais vraiment ravi. Et voilà, parce que ça a l'air d'être un chouette studio en tout cas. Je m'y intéresse beaucoup plus. Là, je me suis abonné, mais je pense que j'irai creuser un peu plus à l'occasion. Je ne connais pas du tout Barcelona. Alors, voilà, on est en train d'en discuter justement. L'idée, c'est que Meta, voyant un peu que Twitter est sous l'eau et que les choses sont un peu compliquées, on va dire, pour Twitter, qu'il y a pas mal de gens qui désertent, beaucoup d'annonceurs également, hein, qui ne postent plus de publicité ou qui n'investissent plus d'argent dans Twitter, c'est l'occasion rêvée, notamment pour Meta, qui est l'un des meilleurs ennemis, on va dire, de Twitter, d'aller proposer son alternative et de faire en sorte de prendre des parts de marché. Je pense que c'est vraiment le bon timing. Alors du coup, grosso modo, ça serait un réseau social Twitter-like, avec quelques spécificités, histoire de dire on est différent, mais bon, c'est plus ou moins pareil. Et après, par contre, la grosse différence, et là on va faire un vrai focus là-dessus, et on en parlera d'ailleurs dans l'article juste après, la notion d'appli décentralisée. Donc selon les informations de Social Media Today, ce Barcelona serait décentralisé, même si ce n'est pas entièrement clair dans le contexte de Meta. L'entreprise, à travers Facebook notamment, est l'exemple parfait d'un réseau social centralisé, où tout se passe sur les serveurs du groupe. Ainsi, si ce nouveau réseau venait à être décentralisé, ce serait plus dans une logique stratégique face aux accusations de monopole dont fait déjà l'objet Meta. Avec un Barcelona décentralisé, Meta disposerait d'une application qui différerait des critiques dont il fait régulièrement l'objet, d'autant plus que l'outil aurait une compatibilité avec ActivityPub, on en parlera juste après, un standard ouvert qui offrirait à Barcelona la capacité d'interopérer d'autres réseaux sociaux. Donc ça m'a travaillé un petit peu, cette ActivityPub, donc du coup j'ai fait des recherches, j'ai creusé évidemment pour essayer de piger un peu comment tout ça fonctionnait, et je suis tombé sur cet article de Letiel.coop. Alors Letiel, c'est une agence si je me trompe pas, et c'est eux qui sont éditeurs d'un framework PHP, si jamais il y en a qui sont un peu à l'aise avec la tech. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Il y a un moment où ils en parlent. Voilà.
API Platform, que vous connaissez peut-être, qui est un framework PHP utilisé par les développeurs notamment. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc du coup, ils ont fait un article justement sur... Hello Olivier, comment ça va? Ah, il y a la pub. On va attendre 2 secondes que Olivier soit de retour. Est-ce que tu es là, Olivier? Est-ce que tu nous entends? Olivier, si tu es là, fais-nous un signe. Je sais pas combien de temps il dure la pub. C'est relativement long en général. C'est bon? C'est terminé? On t'a attendu, Olivier. Est-ce que tu es là? C'est bon? Yes, c'est bon. Parfait. Impeccable. Alors, Olivier, bienvenue à toi. On est en train de discuter du coup du nouveau réseau social Barcelona, qui est donc un réseau social lancé par Meta, qui est en tout cas en devenir. On attendait que toi, Olivier, exactement, Xavier, c'est ça. Le matin, moi, si j'ai pas mes acolytes, c'est pas possible, je peux pas faire ma matinale. Donc, on parlait de Barcelona, qui est donc une alternative proposée par Meta, une alternative à Twitter. Qui est là un peu pour aller bousculer le réseau social et qui aurait cette, même si bon, c'est un Twitter-like, hein, mais qui aurait cette notion de décentralisé et qui serait potentiellement basé sur le standard ActivityPub. Donc du coup, petit focus sur ActivityPub. Alors je suis tombé sur cet article de letiel.coop qui nous parle justement de Mastodon, le fait divers et ActivityPub, Quesaco, beaucoup de termes qu'on ne comprend pas. Donc, je lis ça rapidement. Donc, ils prennent l'exemple de Mastodon parce que Mastodon, c'est l'un des exemples par excellence qui récemment, du coup, a justement bien fait parler de lui, puisque étant une alternative à Twitter qui a rameuté beaucoup de personnes et qui surtout est un exemple parfait de réseau social justement qui serait décentralisé est basé sur ce standard ActivityPub. Donc, qu'explique l'article? Mastodon est à la fois un réseau social et... parce que là, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que j'aimerais bien que vous compreniez, même moi, c'était aussi pour moi, intellectuellement parlant, je voulais comprendre comment ça fonctionnerait potentiellement un réseau décentralisé, et donc il y a des notions clés un petit peu à comprendre. Si jamais Barcelona, évidemment, était amené à être basé sur ce type d'architecture. Donc, Mastodon est à la fois un réseau social et un logiciel de microblogging auto-hébergé, libre, distribué et décentralisé, exactement comme le serait Barcelona. Le réseau est constitué d'un ensemble de serveurs qui peuvent communiquer entre eux grâce à ActivityPub. ActivityPub, c'est quoi? C'est un protocole qui est ouvert, édité par le W3C. Donc le W3C, c'est une espèce de consortium, on va dire. C'est plein d'entreprises et d'organismes, on va dire, qui définissent un peu les standards du web. Donc, ActivityPub est un protocole ouvert édité par le W3C, donc c'est quelque chose de sérieux, hein. Le même organisme qui publie les spécifications HTML, CSS, etc. On peut considérer donc Mastodon comme un réseau analogue de Twitter, mais fédéré. Non seulement les comptes Mastodon peuvent suivre d'autres comptes Mastodon, mais s'ils sont hébergés sur d'autres serveurs, même s'ils sont hébergés sur d'autres serveurs appelés instances, d'accord? Donc sur Mastodon, on peut chacun héberger notre propre serveur, exactement comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait comme exemple, mais voilà, il y a vraiment cette notion de serveur, comme sur Discord par exemple, vous pouvez aller sur un serveur ou autre, et vous pouvez vous abonner à d'autres, même si vous n'êtes pas sur les mêmes instances, on va dire, de Mastodon. Mais au-delà de ça, ça va encore plus loin, ils peuvent aussi suivre des comptes utilisant d'autres applications communiquant avec le protocole ActivityPub. Comme par exemple PixelFed, PeerTube, etc. Donc l'idée, c'est un peu comme si, en gros, vous étiez sur Twitter, vous créez un compte Twitter, vous vous abonnez à des gens sur Twitter, mais vous pouvez aussi, avec le même compte, vous abonner imaginons, sur Facebook, à des comptes sur Facebook ou sur Instagram, quoi. C'est vraiment l'idée de se dire que c'est très très ouvert et que du coup, c'est décentralisé, enfin, que tant qu'en gros, l'outil en question utilise ActivityPub, ben, ça fonctionne et ça tourne. Donc l'ensemble de ces instances fédérées, qui peuvent donc utiliser des logiciels différents mais interopérables, forment ce que l'on appelle le Fediverse. Concrètement, c'est un peu comme si votre compte Twitter vous permettait de suivre et d'interagir avec les utilisateurs d'Instagram et de TikTok. Le Fediverse, qui est un mot valise formé à partir de fédération et univers, est un réseau fédéré composé de nombreux serveurs indépendants qui utilisent divers logiciels très différents mais capables de communiquer ensemble. Ces nombreux serveurs autonomes et indépendants sont ainsi interconnectés et permettent aux utilisateurs et utilisatrices d'interagir les uns avec les autres de façon totalement
transparente, il n'y a pas de site central unique, c'est à chaque utilisateur de choisir un serveur pour s'y inscrire. Voilà. Donc je vais peut-être pas tout lire, mais l'article est vraiment très très cool. Si jamais c'est pas tout à fait clair au niveau des notions, donc je vais vous le partager et je reviens sur vos commentaires juste après. Il y a quand même une notion qui est hyper importante parce que la notion de décentralisation est quand même très liée aussi des fois à des... il y a beaucoup d'idéaux, enfin il y a limite un engagement politique et philosophique et éthique. Puisque donc ce que dit l'article, c'est que cette décentralisation garantit que chaque hébergeur d'un serveur est souverain sur ses données. Aucune autorité centrale ne peut censurer ou invisibiliser. Voilà, donc, et de plus, les serveurs n'intègrent pas de publicité ni d'algorithmes malveillants, etc., etc. Tout le monde peut y brancher son serveur sans devoir demander l'autorisation à quoi que ce soit. C'est quelque chose de très ouvert. Donc il y a quand même une démarche aussi... je dirais limite politique. Quand j'ai fait un petit peu d'autres recherches, notamment sur ActivityPub, j'ai découvert effectivement qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se lancent un peu sur ce genre de choses en réaction aux GAFAM et pour dire en gros on en a marre d'être gouverné par toujours les mêmes, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. On a envie d'avoir quelque chose d'un peu plus libre, on a envie d'avoir le contrôle sur nos données et on n'a pas envie aussi de donner raison à tout ce beau monde. Donc du coup on lance quelque chose de plus ouvert et surtout de décentralisé qui n'appartient à personne et chacun est un peu propriétaire de ses données. Donc voilà, sachez que si vous faites des recherches là-dessus, vous pouvez tomber sur ce type de vidéo. Il y a vraiment quelque chose de limite engageant et politique. Voilà, après bon, l'article est hyper cool, moi j'ai trouvé ça passionnant. Donc ils expliquent que c'est un peu comme une API REST, vous avez une entrée, un inbox et un outbox, mais on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un poil technique. N'hésitez pas à aller voir l'article, en tout cas c'est hyper bien fichu. Voilà, donc si Barcelona effectivement était décentralisé, il y aurait cette notion, donc potentiellement il serait basé sur ActivityPub qui est un standard du coup. Donc ça serait quelque chose d'assez révolutionnaire pour un acteur aussi gros du marché comme Meta, on va dire. Donc quid aussi de comment est-ce qu'ils vont se rémunérer, comment est-ce que la rémunération va se passer, vu que potentiellement ils n'auraient pas la main sur... Déjà, ils pourraient pas forcément poser d'algo, ils n'auraient pas la main sur la pub, ils auraient pas... Enfin, il y a tout un tas de choses qui se posent comme question. Donc, est-ce que c'est juste un petit projet en mode on fait ça histoire de faire le buzz, ou est-ce que véritablement, ou pour terminer Twitter, hein, voilà, ou est-ce que c'est fait dans une vraie démarche ou quoi, je ne sais pas, l'avenir le dira. Je rattrape un petit peu tous vos commentaires. Olivier qui a été très actif, apparemment c'est un sujet qui t'inspire. Moi qui suis sur Mastodon, nanana. Je suis sur Matrix, là où il y a les chats sur les faits divers. Ok. Nico, toujours pas compris comment ça fonctionne, perso, genre Mastodon, j'ai rien pigé. Bon, je sais pas si ça t'a éclairé un petit peu plus. Va voir l'article, vraiment, c'est plutôt bien fichu si jamais tu veux lire. La notion de décentralisation est quand même relativement importante. C'est quelque chose qui est, je pense, très présent maintenant dans l'écosystème web en général. On l'a vu avec la blockchain, etc. Il y a beaucoup de notions de décentralisation. Donc je pense que c'est assez important de maîtriser un peu ce langage-là et de comprendre un peu ce qui se joue. Tous les enjeux surtout. Attention, dans le fait divers, ActivityPub n'est qu'un protocole existant, un des gros mais pas le seul. D'accord, ben, t'as raison de le rappeler Olivier, mais voilà, c'est un exemple en tout cas, et visiblement eux se baseraient sur ce protocole-là. Mais d'ailleurs, voilà, c'est vraiment, pour celles et ceux qui dev ActivityPub, si vous tapez ça, vous allez tomber directement sur une page du W3C. C'est vraiment un protocole comme HTTP, etc. etc. C'est une façon de développer un site, il y a toute une doc là-dessus, vous pouvez vraiment vous renseigner sans problème. Si vous tapez ça avec W3C derrière, vous tomberez, même sans, vous allez tomber directement, c'est plutôt bien référencé. Il y a pas mal de documentation là-dessus, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Je continue à lire vos commentaires, les amis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des réactions. Je peux vous faire un petit brief sur ActivityPub très simple, dit Olivier. Donc effectivement, il confirme que comme... attends, des fois j'essaye de capter un peu tout. Donc attention, dans le fait divers, ActivityPub n'est qu'un protocole existant, un des gros mais pas le seul. C'est comme dire que dans Internet, le web n'est qu'un protocole. Je peux vous faire un petit brief sur ActivityPub très simple. C'est bien résumé l'exemple Twitter 1. Bon, j'ai pas tout suivi sur ce que tu voulais dire du coup là Olivier.
Le fait divers, c'est ce qu'on avait au tout début d'Internet, sauf qu'on n'avait pas un protocole unifiant sur la décentralisation et les données. Ils oublient que une fois les posts publiés et donc envoyés vers d'autres sites, ces données ne sont plus contrôlées ni contrôlables. C'est le revers de la décentralisation. Et si tu enlèves ton post de ton serveur, ça ne veut pas dire que ton post est effacé du flux de tes followers, car ils sont sur d'autres serveurs. Ok, d'accord. Team Inframe, j'ai trouvé ça sexy, le côté décentralisé, mais décentralisé comme ça, mais Mastodon faisait trop peur niveau accessibilité. D'accord, d'accord, oui, donc il y a d'autres enjeux qui se jouent. De toute façon, c'est un réseau, je pense, qui est relativement jeune par rapport à d'autres qu'on connaît et qui doit, j'imagine, essuyer pas mal voilà, qui a encore pas mal de choses à améliorer en termes d'expérience, etc., accessibilité, etc., etc. Nico, tu as mis les liens dans le chat ou sur le Discord? Je l'ai mis dans le chat, je peux te les remettre si jamais. Alors attends, je te poste d'abord l'article et tilleul. Et ensuite l'autre, tu as juste à... Bah je vais te le mettre, ça ira plus vite. Tac, ActivityPub, la doc du W3C si jamais tu veux aller voir un peu plus. Sinon tu tapes ActivityPub et puis tu as pas mal de documentation qui sera peut-être un peu plus... voilà, facile à lire et un peu plus agréable à lire pour comprendre. Il y a même des plugins WordPress ActivityPub, j'ai vu, donc des façons de convertir, on va dire, des sites sur ce protocole-là. Voilà. Continuez à lire vos commentaires du coup. The Viking Dev, coucou à toi, comment ça va? Ils sont balèzes en SEO chez W3C, ouais, plutôt, ouais. Bah, c'est surtout que je pense que beaucoup de gens consultent les pages W3C. Donc forcément, quand il y a un standard qui sort ou autre, c'est la première ref avant qu'il y ait d'autres articles. Coucou, mais je reste en lurk, je suis sur tel et c'est galère. Pas de soucis, The Viking Dev, t'inquiète. Déjà très cool d'être là. Ça pourrait être cool, dit Nico, de les mettre dans le Discord en fin stream pour les gens qui n'ont pas suivi. Ouais, tu as raison. Le Discord, on est très mauvais élèves parce que sur le Discord, ça bouge pas assez. C'est quelque chose sur lequel il faudrait que je me penche un peu plus. Tu as raison de le souligner et je vais en discuter du coup avec Paul juste après. Voilà, je sais pas si vous aviez d'autres réactions en tout cas là-dessus, mais sachez que du coup ça bouge côté méta et que potentiellement il va y avoir du changement. On enchaîne du coup avec l'article suivant. On passe du coup sur un article de l'usine digitale qui nous parle de l'arrêt du cuivre. Les entreprises qui n'anticipent pas encore assez la fin de l'ADSL. Est-ce que vous allez être touché par ce phénomène? On va en parler juste après que j'ai bu un petit coup. Voilà, c'était la petite pause ASMR boisson. Je vous ai coupé le micro pour vous éviter les bruits un peu chiants quand on boit. Parce que je trouve que dans le micro, c'est très désagréable. Il y a des gens qui aiment ça, je déteste ça perso. Les bruits de gens qui déglutissent dans les micros, c'est particulièrement désagréable pour moi. Alors, du coup, article intéressant de Usine Digitale, effectivement, qui revient sur la fermeture progressive des réseaux cuivre. Donc je pense que ça, vous n'êtes pas sans savoir, mais je vais vous donner un petit peu de contexte. Et donc l'article dit ceci: entre 2025 et 2030, Orange fermera progressivement son réseau cuivre qui permet aux lignes analogiques et ADSL de fonctionner. Les premières expérimentations menées dans de petites communes n'ont pas posé de problème insurmontable, mais aucune expérimentation n'a porté spécifiquement sur les entreprises. À chaque fois, visiblement, ils ont testé plus ou moins en conditions réelles, mais juste, entre guillemets, pour les particuliers. Quid de ce qui se passe, du coup, pour les entreprises? Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément fait le forcing et des tests là-dessus. Tac. Or, elles seront tout autant concernées, les entreprises. Il n'y a pas que les particuliers qui utilisent encore l'ADSL. Alors du coup là on a une citation de Nicolas Aubé, président fondateur de Céleste, qui est un opérateur télécom pour les entreprises. Donc il dit ceci, il dit: les entreprises n'ont pas encore intégré l'information, elles ne sont pas suffisamment informées, or cela va venir très vite. À partir de 2025, le démantèlement se fera par plaque de 2 à 4 millions de lignes. Je sais pas si ça fait beaucoup, mais ça me paraît énorme, 2 à 4 millions de lignes. Voilà, et donc il explique également: il ne faut pas que les entreprises soient les oubliées de
de l'arrêt du cuivre. Donc on nous parle de 4 millions d'entreprises concernées, c'est ce que dit le paragraphe suivant après cette citation. 4 millions d'entreprises correspondant à 10 millions de lignes sont concernées selon l'ARCEP. Il y a celles qui ne sont pas encore fibrées, mais il y a aussi celles qui sont passées à la fibre, mais qui utilisent encore le réseau cuivre, donc qui utilisent les deux, pour raccorder certains de leurs équipements, par exemple des machines à affranchir, des ascenseurs pour les appels de secours, des interphones et autres objets connectés. Parmi les 20 000 clients de Céleste, par exemple, 12 000 sont passés à la fibre, mais très peu à 100%. L'opérateur vient de lancer un site dédié pour informer les entreprises et aider les clients à anticiper, un moyen pour elle de promouvoir son offre dédiée à la migration, comprenant un diagnostic et du conseil. Donc le site est pas mal, ça s'appelle arrêtercuivre.fr. Je peux vous le partager dans le chat. Hop, voilà, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, c'est un site informatif, mais qui visiblement est géré par cette entreprise. Donc, il faut dire que les opérateurs alternatifs B2B, donc business to business, ceux qui s'adressent aux entreprises, donc pour ces opérateurs-là, l'extinction du cuivre va constituer une opportunité inégale de prendre des parts de marché. Orange et SFR sont encore très dominants sur le marché des entreprises, mais selon un sondage réalisé par Covage en septembre 2022, 43% des entreprises envisagent de changer d'opérateur dans le cadre de leur migration. Donc ça serait un petit peu l'opportunité, on va dire, qui ferait que certains opérateurs pourraient regagner des parts de marché, puisque souvent les entreprises ont un peu entre guillemets la flemme, ça implique beaucoup de changements en fait, de changer d'opérateur, et là pour le coup ils seraient obligés. Donc quitte à le faire, autant potentiellement négocier, aller jouer des coudes avec d'autres alternatives aux gros fournisseurs d'accès, puis voir peut-être des offres plus intéressantes. Si pour les grandes entreprises et les ETI, la migration ne devrait pas se faire dans la douleur, il en va autrement pour les TPE-PME qui ne voient pas forcément l'avantage de changer de technologie si tout fonctionne correctement et qu'elles n'ont pas l'usage de débit élevé. Hello Kamkai, Kamkamai ou Kamkamai, je sais pas comment on dit, disons Kamkam, ça ira bien. Bienvenue à toi, très très content de t'accueillir ce matin. Donc effectivement, pas mal d'entreprises qui ne voient pas trop l'intérêt, notamment pour pour du matériel connecté, ils n'ont pas forcément l'utilité de passer sur de la fibre, c'est d'où le fait qu'il y en a qui restent encore un petit peu dessus. Selon Nicolas Aubé, certains cas particuliers pourraient poser problème, par exemple les buralistes qui utilisent traditionnellement plusieurs lignes, dont une ligne dédiée au transfert d'argent sécurisé, transfert sécurisé d'argent. Ce sont de toutes petites structures qui se tourneront naturellement vers des offres FTTH, très proches de celles des particuliers. Donc FTTH, c'est des offres fibres, hein, si je ne me trompe pas. Or, contrairement à la DSL, le FTTH ne permet pas d'ouvrir plusieurs lignes pour une même adresse physique. Le tableau n'est toutefois pas complètement noir, rassure le dirigeant de Céleste, et donc il termine avec cette citation. Tout d'abord, passer à la fibre ne veut pas dire travaux, et l'investissement dans le réseau se fait côté opérateur. Ensuite, la modernisation des installations devrait in fine faire des économies aux entreprises et renforcer la sécurité. Voilà, donc voilà pour cet exemple, cet article plutôt intéressant. Déjà, sachez que effectivement, si vous en tant que particulier, vous n'êtes pas encore passé en fibre, vous risquez d'être plus ou moins contraint. D'ailleurs, le site que je vous ai partagé dans le chat est plutôt intéressant parce qu'il parle justement des alternatives, solutions de remplacement. Donc, on peut le voir ici. Donc, FTTH, c'est la fibre mutualisée. Ensuite, FTTO, fibre optique dédiée. D'accord. Et après, il parle de migration de lignes analogiques, connexion 4G ou 5G. Et puis, après, le hertzien ou le satellitaire qui sont encore d'autres solutions. Donc, c'est plutôt cool parce que des fois, physiquement, par exemple, moi j'ai un exemple chez mes proches où l'installation fibre est un peu compliquée parce qu'il y a des racines d'arbres, machin, c'est le bordel pour installer physiquement la ligne et remplacer le réseau cuivre. Donc potentiellement des alternatives type connexion 4G, 5G, voilà, et puis satellitaire si vraiment on n'a pas le choix, quoi. Donc pas mal ce site, vraiment pas mal du tout, je l'ai partagé. Je lis vos commentaires du coup. Olivier, pourtant la ASMR, les bruits de bouche est un déclencheur pour certains. Ah ouais, mais alors moi pas du tout. Ouais, vraiment, ça me fout hyper mal. En tout cas, ça déclenche des réactions chez moi, ça c'est sûr.
Du miel pour les oreilles, dit Niveau. Le fax ne fonctionne pas en ADSL ni fibre aussi. Oui, le fax existe toujours. Faut pas oublier qu'il faut aussi une ligne de sécurité. Si la ligne principale tombe, tu dois avoir une seconde ligne de secours qui naît de technologies différentes. Et oui, oui, c'est ça. Mais alors, parce que hormis la fibre, après, ben si, après il te faut une 4G ou je sais pas. Ou il y a aussi l'offre de, comment ça s'appelle, de, enfin du groupe d'Elon Musk là, comment ça s'appelle déjà? C'est offre Internet Musk. J'ai oublié le nom. Starlink. Internet haut débit partout. Mais alors ça coûte un truc style 100 balles par mois. C'est hyper cher. Hein, de mémoire. Bah après, merci Olivier The Viking Dev. Trop rapide. Vous êtes trop rapide. Désolé, j'avais pas. Je cherchais en même temps. Mais je crois de mémoire que c'est quand même pas donné. Hein. Starlink, c'est pas donné. Et puis c'est pas aussi stable qu'une fibre. Après voilà, c'est pas mal pour les digital nomades. Ils mettent pas les prix là quelque part? Internet Starlink offre à durée limitée. 300 € pour le matériel. Ah oui, donc déjà tu as un premier investissement sur le matos, ok. Internet haut débit et faible latence dans les zones éloignées rurales. Disponible dans toute la France pour 50 €. Ah, 50 € par mois. Ils ont baissé un peu. Parce que de mémoire, moi j'avais gardé 100 € en tête. Mais bon, c'est quand même un investissement. Hein. C'est pas. Voilà. 50... Remarque que 50 balles par mois, laisse-moi réfléchir, mais je pense que si tu prends une bonne offre fibre chez Orange, la première année peut-être pas, mais la deuxième, t'es à 40 et quelques. Donc ça se tient, ça se tient. Après, encore une fois, ça n'a pas forcément la même stabilité, ça dépend si le satellite est au-dessus de toi ou pas. Je crois qu'il y a quand même des notions comme ça de... Voilà. Mais en tout cas, tu vois, Olivier, ça peut être une alternative, on va dire, pour avoir une ligne de backup, une ligne de secours. J'ai un client qui a la fibre et la DSL en secours. Si, ben ouais, mais là, du coup, ça va être mort pour lui. Sinon, la boîte ne fonctionne plus. La 4G, 5G, c'est bien si tu as 2 ou 3 employés. Là, une boîte de 30 employés, la 4G ne suffit pas. Oui, c'est ça, c'est vrai. J'avais pas forcément cette notion aussi. C'est que si jamais t'es à genre 30 ou 100 dessus, ça va être compliqué si la fibre est tombée, effectivement. C'est quasi ce que je paye chez World. Mais moi aussi, Xavier, il me semblait bien. J'étais en train de réfléchir. D'ailleurs, j'aimerais changer. Le problème, c'est que j'ai voulu passer chez. Comment ça s'appelle? J'ai voulu passer chez. Pas chez Soch, mais chez. Attendez, j'ai le courrier par là, je crois. Ils m'ont mis la pub. Comment ça s'appelle déjà? Bouygues Télécom. J'avais oublié le nom. Bouygues Télécom. J'ai voulu passer chez eux. Le problème, c'est que là où je suis, il n'y a pas de boutique. Et sur leur site, c'est buggé. En fait, quand je commandais par téléphone le fait de me poser une box, il fallait prendre commande sur leur site, sauf que leur site est cassé. Genre, c'est comme s'il y avait 0 technicien, en gros. Et du coup, après, peut-être qu'il y a 0 technicien là où je suis, hein, c'est possible. Et du coup, ils m'ont dit, il faut que vous alliez en boutique. C'est à genre 1 heure de chez moi, donc bon, un peu la flemme. Mais il faudra que j'y aille parce que c'est beaucoup trop cher. Enfin là, 40 balles par mois pour la fibre, ça fait un peu mal, quoi. Mais moi, Bouygues, j'en étais plutôt content. J'avais fait la bascule quand j'étais sur Toulouse, de Orange à chez eux, et j'en étais plutôt content et je payais beaucoup, beaucoup moins cher. Mais bon, après, vous savez, il n'y a pas vraiment de règles universelles pour les opérateurs. C'est l'expérience, c'est propre à chacun. Hormis SFR, ou vraiment SFR, je n'irai jamais parce que c'est des vendeurs de tapis, mais alors, comme jamais, quoi. J'ai eu pas mal d'exemples autour de moi et j'ai peu de gens qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment contents d'SFR. Mais bon, après, si vous êtes content d'SFR, c'est tant mieux. Je voudrais passer chez Free, dit Xavier, mais je peux pas me permettre d'avoir une coupure. Et oui, c'est plus hasardeux, on va dire. Je paye 49... Ah oui, alors, c'est quoi? C'est l'argent en Suisse, du coup, le CHF. C'est quoi? C'est les francs suisses, j'imagine? Pour 10 gigas de data en up et down. Ok. Ah, c'est pas donné, quand même. Il y a plus cher, mais avec 1 giga de data. Ok. Blas qui dit c'est une vraie gymnastique de changer d'offre, surtout si tu veux profiter des offres nouveaux clients à chaque fois. Alors, j'ai une vraie anecdote sur ça. Et c'est justement quand je te disais que j'ai basculé, quand j'étais sur Toulouse, j'ai basculé de chez Orange à chez Free. Et le technicien de chez Free lui-même m'a dit mais vous savez, en fait, c'est exactement comme les offres. Enfin, comme toutes les offres, en fait, téléphone, machin, il vous faut absolument en fait changer tous les ans, quoi, limite, ou tous les 2 ans.
Parce que pour profiter de cette fameuse première année durant laquelle tu payes moins cher. Genre Orange, une fibre de base, c'est 20 et quelques euros la première année, tu passes à 40 euros la deuxième année. Free, je crois que c'est 15 euros la première année, après tu passes à 30, un truc comme ça. Donc oui, c'est chiant, mais encore, je trouve qu'ils ont mis en place pas mal de systèmes qui font que, voilà, déjà, tu vois, ils peuvent résilier pour toi, ils peuvent faire la bascule pour toi, etc. etc. T'as aussi les frais de résiliation qui sont pris en charge en général, donc il y a quand même des trucs qui sont pas mal, mais je suis d'accord avec toi que c'est très chiant de devoir faire ça chaque année. Après, c'est ton portefeuille qui te dit merci, quoi. Exactement, d'ailleurs, chez D-Labs, parfois, tu vois passer des bons plans. Ouais, je pense qu'il faut mieux le changer, genre période de Noël, un truc comme ça, là, tu vois, début Noël. Et chaque année, tu t'y tiens et voilà, quoi. Voilà du coup pour cet article de l'usine digitale sur l'arrêt du cuivre. Vous êtes un peu informés. On va enchaîner du coup sur un article suivant, toujours de l'usine digitale, qui nous parle de Geoffrey Hinton. Du coup, je ne sais pas si ça vous parle ou pas ce nom. Geoffrey Hinton, un pionnier du deep learning qui quitte Google pour exprimer ses craintes sur l'IA. Évidemment, comme d'habitude, on ne peut pas passer une matinale sans parler d'IA, sinon ce ne serait pas une matinale. Alors je commence rapidement, les amis, n'hésitez pas à réagir dans le chat du coup. Geoffrey Hinton est l'un des pionniers du deep learning. Donc bon, ils disent pour ses travaux machin, ils expliquent un peu ce qu'il a fait. Et donc ce monsieur a annoncé le 1er mai 2023, donc avant-hier, à 75 ans, avoir quitté son poste pour pouvoir parler librement des dangers de cette technologie et notamment les développements récents autour de l'IA générative. Alors d'abord, il parle de désinformation et de suppression d'emplois, donc ça c'est sa préoccupation principale qu'il a partagée avec le New York Times, et donc le fait qu'Internet finisse par être tellement inondé de fausses informations, photos et vidéos, que l'on, entre guillemets, ne pourra plus savoir ce qui est vrai. Fin de citation. Il craint également que ces technologies ne bouleversent à terme le marché du travail, remplaçant par exemple les parajuristes, les assistants personnels ou encore les traducteurs. Donc ensuite on a une citation qui dit « Ce que nous voyons, c'est que des systèmes comme GPT-4 éclipsent une personne en matière de connaissances générales et de loin. En matière de raisonnement, il n'est pas aussi bon, mais il est déjà capable d'effectuer des raisonnements simples. Pour l'instant, ils ne sont pas plus intelligents que nous, pour autant que je sache, mais je pense qu'ils pourraient bientôt le devenir. » Fin de citation. Et donc c'est ce qu'il a déclaré à la BBC. Ensuite, il parle également de l'espèce de course effrénée. C'est aussi quelque chose qui lui fait un petit peu peur. Donc pour Geoffrey Hinton, Google développait jusqu'ici cette technologie de façon responsable, mais depuis le début de la course à l'IA, qui se joue actuellement entre les géants technologiques lancés donc par Microsoft, OpenAI avec ChatGPT et Google, Google qui est donc avec Bard, je vous rappelle, et les autres, donc Google et les autres sont soumis à une forte pression. En fait, clairement, OpenAI et Microsoft ont mis un grand coup au secteur et ont forcé, on va dire, tous les acteurs à devoir passer la 4e vitesse. Donc ensuite, il donne une citation. Donc, les géants technologiques sont enfermés dans une compétition qui pourrait être impossible à arrêter. Regardez comment étaient les choses il y a 5 ans et comment elles sont devenues aujourd'hui. Prenez la différence et propagez-la vers l'avant, c'est effrayant. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est, voyez un petit peu quand on fait rétrospectivement tout ce qui s'est passé. Hello Atomisty, comment ça va? Je suis arrivé trop tard. Non, t'inquiète, c'est pas encore, on a encore un peu de temps. Hein. T'inquiète pas, j'ai encore pas mal de quelques petits articles à vous présenter. Donc ce qu'il dit, c'est rétrospectivement, voyez un petit peu tout ce qui s'est passé. La situation qu'on a actuellement, si on l'avait connue il y a ne serait-ce que 5 ans, ça nous aurait pas paru un peu ubuesque. Et quand on voit les progrès qui se sont opérés en si peu de temps, projeter ça vers l'avant, vers où on va, quoi. C'est un peu ce qui l'effraie, quoi. Je sais pas si vous partagez ce type d'analyse, mais voilà, il trouve ça en tout cas, du point de vue de quelqu'un qui le vit de l'intérieur, je trouve ça d'autant plus effrayant, parce que je pense qu'il est relativement renseigné sur le sujet. Le professeur Hinton a même confié au quotidien new-yorkais qu'il regrettait ce qui fut le travail de sa vie, et donc il met « Je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait ». Selon lui, outre une législation qui va être difficile à construire, d'ailleurs on a vu qu'il y a des choses qui se mettent en place mais qui a un peu de mal à suivre le rythme, le meilleur espoir pour éviter les risques précédemment cités est que les meilleurs scientifiques du monde collaborent sur les moyens de contrôler cette technologie. Voilà, donc un article un événement qui a pas mal fait la une de beaucoup de blogs un peu renseignés sur la partie IA mais même technologie, hein, parce que bon voilà, usine digitale ça reste quand même grand public.
Et donc ce départ donc, de Geoffrey Hinton, qui fait partie des pionniers vraiment de cette discipline qui est le deep learning, ça fait beaucoup parler. Et puis son analyse, son recul et également voilà, tout ce qu'il connaît déjà sur le sujet pour l'avoir vécu de l'intérieur dans une entreprise comme Google. Voilà, ça donne matière à réfléchir. Donc est-ce que vous aussi c'est quelque chose qui vous effraie ou pas? Je sais qu'on en parle relativement souvent, mais on n'a pas forcément abordé ce sujet sous cet angle-là. Autant on a abordé un peu les applications, ce qu'on pouvait en faire, mais pas tellement sur les craintes et les débords, le côté éthique de ce genre je dirais de course effrénée à l'IA. Je lis un peu vos commentaires. Blas qui met, pour le moment je suis bien, c'est ma proprio qui paye mon abonnement internet. Excellent, excellent. J'ai aussi une anecdote d'une personne qui m'a dit que, alors comment c'était, je sais plus si elle avait résilié ou je sais pas quoi, enfin bref, il y avait un bisbise avec son opérateur et en gros elle ne recevait jamais la facture, elle ne payait rien. Donc après j'ai dit, le jour où il te tombe dessus tu vas risque de payer très cher, mais bon voilà, à tes risques et périls. Alors Olivier qui met décentralisation, c'est un atout pour la désinformation car il n'y a pas de filtre du tout. Un bon contrepoint sur ce type de réseaux sociaux aussi. Ok, alors le lien du coup avec l'article du coup j'ai du mal à... Donc tu parles de la désinformation effectivement, donc tout ce qui est IA désinformation. Et donc, ah oui, tu veux dire que par rapport à la décentralisation, c'est quelque chose qui serait pas trop contrôlable, on va dire, toutes les infos fake, c'est ça un peu l'idée. Je veux bien que tu reprécises un petit peu. Oui, c'est un lien avec la désinformation, IA et aussi décentralisation. Ok. Voilà, donc j'ai vu que effectivement toutes ces interviews de Geoffrey Hinton ont été reprises dans pas mal d'autres confrères, on va dire, de l'usine digitale. Donc nul doute que ça va pas mal faire parler et faire un petit peu bouger les choses. Ok, on enchaîne du coup avec... Ouais, tu lis les deux sujets. Non, mais très beau parallèle, Olivier. On enchaîne du coup avec un article suivant, article de Légende Internet, donc sur une autre typologie de sujet. Et on va parler du coup d'Instagram et du Creator Marketplace. Donc je sais pas si ça vous parle ou pas. En gros, Instagram travaille un petit peu plus sur le côté marketing d'influence et du coup propose des... Alors c'est un article qui date d'il y a une quinzaine de jours à peu près, mais j'avais pas vu passer. Donc je me suis dit qu'on pouvait en parler. Donc il bosse en fait sur justement le côté marketing d'influence et surtout le lien entre les marques et les influenceurs. Avec donc ce fameux Creator Marketplace. Donc je lis vite fait l'article. Depuis juillet 2022, une petite révolution est en train d'être opérée sur Instagram. Le réseau social a enfin décidé de participer à la Creator Economy. Donc la Creator Economy, c'est ce qui qualifie finalement toute cette économie, on va dire, du marketing d'influence et surtout des créateurs de contenu, donc toutes les personnes qui font du YouTube, du Instagram, du TikTok, tout ce que vous voulez, ou nous par exemple, là, sur Twitch typiquement. Donc, ils ont décidé de participer à la Creator Economy en facilitant la mise en relation entre les marques et les influenceurs. Après plusieurs mois d'essai avec un groupe restreint, l'application a lancé sa Creator Marketplace. Via cet outil, pardon, j'ai perdu ma ligne. Via cet outil accessible sur Meta Business Suite, donc et je pense la partie dédiée pour les entreprises. Les entreprises peuvent donc filtrer les créateurs par genre, âge, nombre d'abonnés et centre d'intérêt, mais pas seulement. Elles pourront également filtrer les créateurs en fonction des caractéristiques démographiques de leur public, voir les créateurs qui ont exprimé leur intérêt à travailler avec elles, qui les ont marqués ou qui les suivent, voir les créateurs similaires à ceux qu'elles ont déjà trouvés grâce à des filtres, et ajouter des créateurs à des listes sauvegardées. Donc ça, c'est ce que précise le communiqué de presse sorti au moment du lancement. Depuis presque un an, la plateforme a bien évolué et donc il y a des nouveautés. Donc vous avez compris, l'idée c'est ça, c'est que aujourd'hui beaucoup d'entreprises, beaucoup d'annonceurs cherchent à faire de la publicité grâce aux influenceurs influenceuses, et du coup Instagram propose en fait sa propre plateforme justement de mise en relation. Et donc pas mal de nouveautés qui sont apparues. Alors on a une nouveauté, notamment une notion de DM prioritaire, donc je lis la suite de l'article.
Près de 10 mois plus tard, avec son expansion, Instagram annonce de nouvelles fonctionnalités. La panoplie d'outils permettant aux marques de contacter les influenceurs s'étend. Il est désormais possible de leur envoyer un DM, donc un message direct prioritaire, qui sera visible dans une boîte de réception à part. Dans un second temps, le réseau social assouplit sa règle concernant les projets de partenariat. Les marques peuvent désormais publier des notes de projet structurées sur sa Creator Marketplace directement à partir d'une tierce partie, en bénéficiant des capacités de mise en relation d'Instagram pour découvrir les bons créateurs qui correspondront donc au projet. Donc on a des petites captures comme ça d'écran sur lesquelles on a un peu un aperçu de ce que ça pourrait être, voilà, avec... je décris un peu pour celles et ceux qui seraient en audio only. On a notamment une espèce de, comme une conversation, on va dire, une espèce d'échange sur Instagram dans lequel il y a potentiellement une marque qui vous propose un projet avec tout le détail de ce projet de publicitaire, et donc vous pouvez accepter ou pas. Je vois pas de bouton accepter, mais en tout cas vous avez tous les détails, on va dire, de ce que veut la marque. Par exemple, elle veut un post et 3 stories, quelle date, machin, description du projet. Donc c'est pas mal, hein, c'est plutôt bien fichu. Il y a cette notion effectivement, comme j'ai dit un peu plus haut, aussi de recherche pour savoir quels sont, parce que c'est pas toujours simple quand on a envie de mettre de l'argent, on va dire, sur des influenceurs. Il y en a qui nous viennent un peu à l'esprit, mais des fois ça tourne un peu autour des mêmes, et bah, du coup il y a tout un système de filtres par typologie d'influenceurs, savoir qu'est-ce qu'ils ont comme communauté, est-ce qu'ils ont un intérêt dans notre boîte, dans notre marque, et donc voilà, ça facilite un peu la recherche aussi. Dernier paragraphe, donc les nouveautés ne s'arrêtent pas là puisque les agences ont désormais la possibilité de se connecter à la Creator Marketplace. Pour le moment, ce dispositif n'est ouvert qu'à une partie d'entre elles triée sur le volet. Donc on nous en cite Influential, WPromote, Rickhouse Media, Power Digital, Dentsu, OMG et Breakfast. Via la plateforme, elles pourront trouver des créateurs de contenu avec qui collaborer, leur proposer des projets et discuter directement avec eux. Voilà, donc ça bouge bien côté Instagram, et je trouve que c'est plutôt un beau projet, je trouve, cette espèce de mise en relation, surtout qu'Instagram est très très envahi, on va dire. Enfin, je trouve que c'est vraiment dans l'ADN d'Instagram ce côté influence, et puis des posts payés, etc. Donc c'est bien qui permettent de faciliter un petit peu toute cette démarche-là, quoi. Alors je lis un peu vos commentaires. Donc Olivier, par rapport, je pense, à l'article précédent, du coup, le réseau social Trump est basé sur ActivityPub, une dinguerie. Ah oui, c'est vrai que, ouais, effectivement, Trump avait créé son propre réseau social suite au fait qu'il se soit fait ban, je crois, il s'est fait ban de Meta, hein, je crois, donc Facebook notamment. Et après de Twitter aussi, je crois, il me semble. Et donc il a effectivement monté son propre réseau, mais je ne savais pas que c'était basé sur ActivityPub. Heureusement, les admins de la majorité des serveurs Mastodon ont banni le serveur de Trump, mais tu imagines bien que ça ne dépend que des admins des serveurs privés. Ça n'interdit pas à un utilisateur d'un de ces serveurs à suivre un compte du serveur de Trump. Ouais. Oui, donc c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus laissé, on va dire. C'est beaucoup plus laissé à la main, on va dire, de ceux qui gèrent. Mais en tout cas, c'est pas centralisé, quoi. 50% de mon flux Instagram sont des pubs et des suggestions qui n'ont aucun intérêt. Voilà. En tout cas, comme je t'ai dit, je pense que c'est vrai que ça en est envahi. C'est vraiment, pour moi, c'est le réseau social que j'ai en tête, justement, pour le côté influence. Et surtout le côté payé contre un post, un truc comme ça, quoi. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ouais, c'est relativement envahi. Après, moi, j'ai beaucoup pensé à Instagram à une époque. Je faisais pas mal de photos et de vidéos de mariage, notamment. Et donc, voilà, c'était un réseau qui, du coup, avait du sens pour moi. Aujourd'hui, un peu moins. Je l'ai, mais je poste quasiment pas. J'y vais très peu. Et je suis plutôt abonné à des gens style des DA, des graphistes, des studios créatifs, ce genre de choses. Donc, voilà. Mais effectivement, ça en est envahi, ouais, je suis d'accord avec vous. Allez, on enchaîne du coup avec un ou deux articles sur lesquels on va passer rapidement. De toute façon, c'est des petites infos que je voulais vous délivrer. Puis après, on fera un ou deux tests avant de clôturer sur cette matinale. Donc, l'usine digitale qui nous informe beaucoup d'usines digitales ce matin. C'est cool. Je vais plus trop sur Siècle Digital parce que c'est payant. Et du coup, c'est un peu pénible. C'est dommage parce que c'est un bon média. Mais voilà, il faudra que je vois si effectivement c'est rentable d'investir. Le problème, c'est que si je dois prendre un abonnement sur chaque truc, ça va coûter cher. Donc ça va être compliqué. Sachez du coup donc que Microsoft Teams, pour celles et ceux qui l'utilisent,
se dote dorénavant du coup d'une application de paiement intégrée, donc vous aurez désormais possibilité de faire des paiements à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais dans le cas d'une entreprise, pourquoi est-ce que j'irais payer, hormis, je sais pas, pour un repas ou un truc comme ça, quoique ça peut être un bon exemple, hein, un repas d'entreprise, mais c'est surtout à destination des gens qui vont faire, je pense, de la création de contenu, type des cours en ligne, type des webinaires, ce genre de choses. Et donc, le logiciel de visioconférence de Microsoft Teams se dote d'une nouvelle fonctionnalité, le paiement. Le cas d'usage est facilement compréhensible. Il s'agit de faire payer les utilisateurs à l'issue d'une séance, par exemple un webinaire, un rendez-vous en visio ou une formation à distance. Pour le moment, le service n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Et donc, ils indiquent que dedans, on aura d'inclus la technologie Stripe PayPal et bientôt GoDaddy également. Elle est sans surcoût pour les utilisateurs de la version professionnelle de Teams. Il est possible d'effectuer un paiement à n'importe quel moment de la visio. Moi, je pense aussi potentiellement à toutes les activités type, comment on appelle ça, vous savez, les gens qui sont indépendants. Oh là là, comment on dit, enfin, en gros, moi, je pensais tout ce qui est psychologue, etc., qui pourraient potentiellement consulter à distance. Comment on qualifie ça déjà? Non, pas freelance, c'est pas freelance le terme, c'est libéral, les métiers voilà, dans le libéral, quoi. Enfin, les gens qui sont voilà, profession libérale, exactement, Boyo, merci, et bonjour à toi au passage. Voilà, toutes les professions libérales potentiellement, je sais pas, peut-être qu'il peut y avoir de la médecine, de la télémédecine, hein, on sait pas, hein, potentiellement aujourd'hui avec la désertification, on va dire, dans nos campagnes et dans nos pays reculés, puisque je dis ça puisque moi-même je suis dans une petite ville, on va dire, et donc dans le milieu rural, on assiste aujourd'hui, ça devient très très compliqué de consulter et d'avoir des professionnels de la santé, donc potentiellement, vous voyez, des professionnels de la santé, du libéral, je pense notamment au, comment ça s'appelle, des psychologues, je pense aussi potentiellement à des gens qui pourraient faire de la déco d'intérieur, de l'architecture d'intérieur, voilà, ce genre de choses, ils peuvent faire effectivement ça au travers de Visio et avoir directement la partie paiement d'intégrer dans Teams. Donc ça peut être une alternative. C'est un terme en France seulement, je dirais non. Ah, je sais pas, peut-être. My bad, si effectivement, n'hésite pas à relever si des fois j'ai des francisismes, je sais pas si ça se dit, mais si j'ai des termes qui ne sont propres que à la France. Mais effectivement, moi je pensais, voilà, toute cette partie profession libérale, disons tous ceux qui ont une activité un peu solo. Voilà, l'IA va repeupler les déserts médicaux. Écoute, je ne sais pas, mais franchement, à aujourd'hui, moi comme je te dis, je suis du milieu rural et donc ça devient très compliqué. Et aujourd'hui, bon, je dis pas qu'il faille une IA, mais toute solution alternative est quand même bonne à prendre. J'écoutais hier encore sur Aux Infos, il faisait parler des maires qui aujourd'hui, donc des maires de communes, qui aujourd'hui sont obligés de jouer un peu les commerciaux pour aller recruter des médecins, quoi. Ça devient très triste. Où en fait, c'est la guéguerre entre 2-3 communes, on va dire, environnantes, à savoir lequel va mettre le plus la main au portefeuille pour recruter un ou une médecin généraliste. Et donc, ça devient très compliqué, quoi. Donc, la téléconsultation, si déjà ça peut permettre, on va dire, de résoudre certains problèmes de santé un peu communs, des choses pas forcément critiques, type, je sais pas moi, chaque année, tu as toujours un peu voilà, des maladies un peu récurrentes, et qui pourraient résoudre une partie du problème, ça serait déjà bien, je pense. Après, c'est sûr que ça sera jamais aussi bien que quelqu'un en présentiel, et puis on parle de santé, donc il y a des fois des trucs qu'il faut détecter, et que si tu passes à côté, ça peut devenir très grave. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Exactement, comme le dit Blaze, avoir un médecin en campagne, c'est un luxe. Exactement. Pour la médecine, mon service de santé a une option de pré-consultation par téléphone. Je dois dire qu'en général, 99%, ils me disent d'aller voir le médecin. Eh ouais. Après, si ça peut permettre de préfiltrer et de te faire consulter la bonne personne, tu vois, typiquement, il y a des fois, tu vas aller consulter ton généraliste pour qu'il te dise derrière, allez voir tel spécialiste, tu vois. Donc peut-être ça peut, je sais pas, je dis pas que j'ai la solution parce que je suis pas du tout dans le médical, mais tout ce que je constate, moi, c'est le terrain, et je vois que sur le terrain, ça devient très très compliqué d'avoir des médecins, et j'ai des proches, par exemple, qui restent en ville uniquement pour l'accès justement à des praticiens, quoi. Donc voilà.
Bon, on est parti un petit peu loin. Sachez en tout cas que Microsoft Teams maintenant se dote d'une partie, vous permet en tout cas de faire des télépaiements, enfin des paiements directement intégrés dans l'application. Autre information, alors là c'est plus un partage que je vais vous faire, c'est vraiment sans transition. Pour celles et ceux qui font un petit peu de design, j'ai trouvé ce thread très très cool, donc de fondement. Je sais pas si on dit fondement ou fondement, je sais pas. C'est un Dutch, donc je ne sais pas comment on prononce. Et en gros, c'est un thread dans lequel il partage plusieurs petits mini tutos Figma qu'il a fait pour créer des effets un petit peu visuels, voilà, pour faire des gradients, des choses comme ça. Et donc en fait, vous avez juste à cliquer dessus et hop, vous avez accès au thread avec le petit tutoriel en quelques steps. Et ça vous permet comme ça d'avoir des petites techniques plutôt sympas pour découvrir un peu plus le logiciel Figma. Donc je vous poste ça du coup dans le chat. Je vous mets directement le lien. C'est bon, c'est le bon lien ou pas? Je me suis pas trompé. Non, c'est ça. Voilà, si jamais vous voulez aller tester, n'hésitez pas. Et donc on va terminer cette matinale avec 2 tests. On va faire un premier test très rapide de Mural et ensuite de Legi GPT. Donc Mural, attendez, il faut que je me connecte. Je vais partager, je vais cacher un petit peu mon écran. Donc Mural, c'est un logiciel que j'ai, enfin voilà, un SaaS que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Et qui, je pense, s'adresse plutôt au profil type gestion de projet et méthode agile, etc. Voilà, les coachs agiles, ce genre de choses. Donc c'est bon, je suis connecté. Donc quand vous êtes connecté, effectivement, je vais vous faire vite fait le test. Donc quand vous arrivez sur cette petite interface là, là ce qui met Mural à première vue, on dirait un Miro. Ouais, c'est vrai qu'au niveau interface, ça y fait assez penser. Vous avez effectivement cette notion de mur, donc vous pouvez créer un new mural, ok. Donc moi là je suis en version gratuite, il y a une partie payante, c'est du freemium. Hein. Et donc vous avez accès à tout un tas de templates, et c'est là que je vous dis que ça me fait penser notamment au coach agile et autres. Il y a quand même pas mal de templates type voilà, rétrospective, voilà, des flowcharts, des choses comme ça. Je pense que c'est quand même très dédié aux gens type agilité. Voilà, il y a du type building icebreaker, il y a des templates dédiés agiles. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver à l'intérieur? Voyons voir. Des rétros, des workshops, bon, tout un tas d'ateliers, on va dire, propres à l'agilité. Voilà. Et après, voilà, vous avez tout un tas de petits comme ça starter. Donc si par exemple on commence avec dans l'agilité avec celui-ci, la rétrospective, hop, donc ça me génère en fait mon board que je pourrais ensuite modifier, et donc vous avez l'équivalent de ce que vous feriez dans la réalité, c'est-à-dire que vous pourrez prendre vos petits post-it, les déplacer, etc., écrire. Vous avez donc sur le côté toute une barre avec des choses auxquelles vous avez accès, les post-it, du texte, des formes, vous pouvez dessiner directement, faire la prise de notes, etc. Donc voilà, moi ça m'a vraiment fait penser quand même que c'était très très orienté pour les gens dans l'agilité, mais je me dis que dans la gestion de projet en général, il peut y avoir des use cases assez intéressants. Qu'est-ce qu'on a après? On a des frameworks, donc là c'est plus voilà, pour prédéfinir, on va dire, comment ça s'appelle, je vais y arriver, des types d'affichage, voilà, des grilles 3x3, etc. Qu'est-ce qu'on a là? Des tableaux, ok. Et après, on peut importer des fichiers. Ok, voilà. Donc j'ai fait le test rapidement hier, je vous cache pas. Mais je me suis dit qu'on pourrait le tester un peu ensemble ce matin. Bon, je vois que l'heure passe quand même, donc on va aller assez vite. Petite info utile, on a une petite carte juste en bas parce que voilà, le mur peut être très très grand, on peut vraiment aller très très loin, et donc vous avez cette petite mini-map là qui vous permet en bas à droite, alors vous ne la voyez pas évidemment vu que je cache, là vous devriez mieux la voir. On a une mini-map du coup en bas à droite qui permet comme ça de déplacer, on va dire, de se déplacer plus facilement. Oula, je me suis trompé de caméra, pardon. Et voilà, moi ça me fait quand même vraiment penser que c'est à destination de personnes dans l'agilité. Il y a un truc intéressant, c'est que c'est full online exactement comme les Figma ou autres, mais ça devient, je dirais, ça devient un peu la norme, hein, on va dire, sur ce type d'outil. Donc quelque chose de plutôt intéressant, à voir si vous voulez le tester ou pas. Il y a des fonctionnalités de timer, on peut voter également. Ça c'est aussi pas mal, et c'est pas mal de choses qu'on fait quand on est dans des frameworks type agilité. Voilà, pas mal de features intéressantes, n'hésitez pas à aller tester ça. Donc ça s'appelle mural.co, et vous avez du gratuit pour pouvoir tester ça si jamais vous voulez tester avant de payer ou autre. Hello, Bois Twitch, coucou à toi, comment ça va?
Ouais, donc Olivier, pareil, qui dit ça ressemble beaucoup à Miro. Il y a plein de gens qui disent un peu pareil. C'est peut-être la même équipe ou un produit dérivé de Miro. Je sais pas par qui c'est fait. Fais voir mural.co. Voyons voir. Ils n'ont pas l'air de faire forcément de lien. Non, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même... c'est vraiment une entité à part entière, quoi. Il n'y a pas un About Us ou un truc comme ça? Contact Us, About Us. Voyons voir. Ouais, non. Non, non, mais par contre, ouais, il relève bien le côté agile, etc. Non, non, c'est vraiment une boîte à part entière. Hein. Mais très orientée agilité, quoi. Voilà. Voilà pour le premier test. Et ensuite, le second test que je voulais faire avec vous, c'est pour terminer un peu sur une note rigolote. C'est ce petit bot qui s'appelle LegitGPT, qui est donc une variante de ChatGPT, mais plutôt dédiée, je dirais, dédiée, on va dire, sur la partie juridique. Donc, j'ai fait plus ou moins le test hier. Je sais pas si j'ai gardé en mémoire ce que j'avais tapé, voyons voir. Ouais, c'est ça. Alors j'ai pris ce cas-ci. Attendez, je vais vous montrer. Donc l'idée c'est que en gros vous pouvez poser des questions d'ordre juridique, vous pouvez poser des cas en fait à LegitGPT. Donc je sais pas moi, vous êtes en conflit ou je sais pas quoi, je suis en conflit avec mon employeur, ce genre de truc machin. Vous posez toute la situation et il va vous donner. Donc moi j'ai donné une situation voilà, en mode un truc un peu au hasard. Donc j'ai mis, j'ai eu l'idée d'une application mobile dont j'ai parlé pendant un repas d'entreprise. Mon patron a été séduit par l'idée et a proposé de la mettre en place en dehors du travail. Finalement, il a pris la main sur le projet et a pris le projet comme appartenant à l'entreprise. A-t-il le droit? Donc ça, c'est ce que j'ai soumis. Et donc, qu'est-ce qu'il me répond? Alors, il me répond, si l'idée d'application mobile est considérée comme une invention au sens du code de la propriété intellectuelle, les règles de l'article L611-7 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent. Selon cet article, les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit blablabla. Par conséquent, si l'application mobile a été créée par un employé dans le cadre de ses fonctions, les droits patrimoniaux sur l'application mobile sont dévolus à l'employeur, etc., etc. Il vous cite les articles, il vous dit tout ça. Donc c'est plutôt bien fichu. Je trouve, après, à pas prendre au pied de la lettre, puisque voilà, je pense que la législation aussi doit beaucoup évoluer. Donc, si jamais je sais pas si c'est relié directement à Internet ou pas, est-ce que ça a les dernières nouveautés, voilà. Mais très très orienté du coup juridique, et j'ai trouvé ça bien fichu par rapport, je pense, à un ChatGPT qui doit être moins calé sur le truc et aurait peut-être donné une réponse un peu plus bateau à comparer. Voilà, en tout cas, les GPT, n'hésitez pas à les tester. Ça fait partie un peu des petits side projects, on va dire. C'est pas péjoratif, hein, mais voilà, moins gros forcément qu'un chat GPT, moins généraliste et beaucoup plus spécialisé. Donc n'hésitez pas à tester, à poser des cas pour voir un peu comment il réagit.